Bonjour, nous sommes les Kizikous, le groupe aîné de Clermont-Ferrand des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Cette année, nous avons pour projet d'aller à la rencontre du peuple Sami, le dernier peuple autochtone d'Europe, afin de découvrir leur culture et de mieux comprendre les enjeux environnementaux et politiques auxquels ils font face. Des enjeux comme le racisme, le colonialisme ou encore le réchauffement climatique et les concurrences territoriales entre les industries minières et forestières et l'élevage de rennes. Pour préparer notre projet, nous avons eu la chance d'échanger avec Marie Rouet, directrice émérite de recherche au CNRS, spécialiste française du peuple Sami. L'équipe l'a interviewé et vous allez pouvoir profiter de cette interview en plusieurs épisodes. Bon visionnage! Les Samis sont en pleine modernité, comme n'importe quel peuple. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce que la culture Sami, elle est toujours fortement liée à l'élevage du renne? Et surtout, quelles sont les particularités de cet élevage? Parce que, en tant que Français, pour imaginer un élevage avec, comme en France, avec des étables et des clôtures, mais c'est pas forcément ça. Non, c'est pas ça traditionnellement du tout, parce que le renne, vous imaginez plutôt les westerns et un type ranching, c'est-à-dire, vous voyez les cowboys du Far West courir. Les rennes trouvent leur nourriture par eux-mêmes. Ils sont éventuellement menés partiellement par les hommes, mais les hommes les suivent. On s'est souvent posé la question de la fée de la poule. Est-ce que c'est les Samis qui suivent les rennes ou les rennes qui suivent les Samis? Ils font des migrations ensemble. C'est un élevage où les rennes parcourent les montagnes avec des déplacements qui sont souvent de 200-300 km, différents selon la toponymie et la géographie de la région. Par exemple, en Suède, des déplacements qui peuvent être altitudinaux, c'est-à-dire qu'ils vont monter en été sur le sommet des montagnes où ils vont trouver des pâturages herbacés et rester en hiver dans les forêts où ils vont trouver des lichens pour se nourrir sous la neige. Par contre, en Norvège, ils vont être à l'intérieur du pays, à 300 km à peu près à l'intérieur, dans la toundra, en hiver, et migrer vers la côte où les premières pousses d'herbe vont pousser pour l'été. Enfin, disons que les migrations se passent 2 fois par an, au printemps et à l'automne, suivant les circonstances et les années. Et que traditionnellement, la famille entière suivait le troupeau. Actuellement, il y a plutôt une tendance à vivre sur sa résidence d'hiver, en étant installé de façon permanente, puisque les enfants vont à l'école, ou à l'université, ou ont un travail. Et une partie de la famille aussi a un travail. Et en été, par contre, ils se déplacent pendant les migrations, surtout quelques hommes les plus jeunes, parce que c'est souvent motorisé actuellement. C'est pas à pied, cela dépend aussi de la saison. Mais une fois qu'ils sont installés dans les maisons d'été, ils sont rejoints par une grande partie de la famille. Et ce qui est très intéressant, je vais vous parler surtout des éleveurs parce que c'est quand même surtout avec eux que je travaille et c'est vrai que c'est eux qui ont la culture la plus visible, mais comme je vous l'ai dit au début, c'est quand même une minorité dans une minorité. C'est une minorité qui a conservé la langue, le vêtement, sans doute plus que les autres groupes, parce que les autres groupes étaient justement plus au sein d'une société scandinave qui n'encourageait pas forcément leur identité. Et en particulier, les pêcheurs avaient beaucoup perdu, à la fois parce qu'il y avait eu des mariages, mais aussi par souci de
de ne pas mettre en avant une identité extrêmement méprisée. Ils avaient perdu beaucoup leur langue, leurs vêtements, mais il y a eu un mouvement de renaissance il y a quand même quelques décennies qui leur a permis de reprendre leur langue, leurs vêtements. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant qu'il y ait toujours eu une certaine perméabilité entre les différents groupes de Sami, des intermariages. Et la jeune femme de ma famille qui a épousé un éleveur a redynamiser la langue dans sa propre famille. Et son mari, il avait fort peu parlé. Au début, il parlait très difficilement. Il l'avait très peu entendu parce qu'il avait d'ailleurs une mère norvégienne. Mais peu à peu, toute la famille, la langue principale de relation maintenant, c'est le sami, et de plus en plus dans les écoles, et y compris dans l'éducation pour adultes, le sami se réinstalle. Donc le fait en effet que les éleveurs ont toujours conservé une culture distincte permet aussi d'être une sorte de réservoir pour les autres groupes qui avaient plus de difficultés à manifester leur identité au moment de la Renaissance, pour aller se tourner, y compris pour, par exemple, faire des vêtements. Les femmes éleveuses sont absolument, en général, d'excellentes couturières du vêtement sami, et ont parfois vendu ou fait pour des populations où il n'y avait plus personne qui savait le faire, le vêtement identitaire.